Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nibasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 3 octobre 2024 et voici les principaux titres. Il est décédé dans la petite matinée. Pourtant, des alertes sur la détérioration de l'état de santé du détenu de Bubanza, Joseph Nziga-Massabo, n'ont cessé d'être lancées ces derniers jours. Les enseignants de la province de Bujumbura contestent le paiement des frais d'obtention des bulletins de notation et des contrats de performance. Et dans ce journal, nous allons vous parler aussi du trucage utilisé par les commerçants des boissons prohibées pour ne pas être repérés. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, le détenu Joseph Nziga-Massabo de la prison de Bubanza est décédé à l'aube de ce jeudi. Il venait de passer tout un mois à implorer la direction de la prison de l'autoriser à aller se faire soigner. Après plusieurs alertes des co-détenus, on avait fini par le conduire à l'hôpital Roi Khaled, mais c'était trop tard en raison de son état de santé qui était déjà très critique. Clovis Nyonzima revient sur les traitements cruels qu'il a subis au sein de la prison de Bubanza. La santé du détenu Joseph Nziga-Massabo a commencé à se détériorer au début de la deuxième moitié du mois d'août 2024. Ce détenu n'a pas cessé d'implorer le directeur de la dite prison pour avoir la permission d'aller se faire soigner à l'hôpital de Bubanza, puisque son état ne cessait de s'empirer, surtout que cet hôpital se trouve à moins de 2 km de la prison. À maintes reprises, le cas de ce détenu a été soumis au directeur de la prison Bubanza, Samuel Kayanda, par les infirmiers de la prison, mais lui refusait à chaque fois ce droit jusqu'à ce que les jambes de ce dernier se mettent à gonfler. Les informations en provenance de la prison centrale de Bubanza affirment que l'un de ces infirmiers de la prison de Bubanza s'est rendu compte de la gravité de l'état du détenu, Joseph Nziga-Massabo, et a autorisé son transfert vers l'hôpital de Bubanza. Ça n'a pas été facile pour ce détenu, car, enragé, le directeur Samuel Kayanda a ordonné au chef de la sécurité de la prison de Bubanza de laisser sur lui des menottes avant d'aller demander des explications à l'infirmier en question. Celui-ci lui a répondu qu'il est tenu de référer tout cas qu'il n'est pas capable de traiter. En date du 12 septembre 2024, Joseph Nziga-Massabo a été conduit à l'hôpital de Bubanza avec des menottes sur les bras, alors que son état de santé était déjà critique. Il y avait un mois presque que le directeur de la prison de Bubanza avait juré de ne jamais lui donner la permission d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison parce qu'il était accusé d'avoir participé dans les manifestations de contestation de la troisième mandat illégal de Pierre Nkurunziza. Arrivé à l'hôpital de Bubanza, les médecins de l'hôpital ont constaté des trous au niveau des 2 poumons de Joseph Nziga-Massabo. Sans tarder, ils lui ont transféré à Bujumbura car ils ne pouvaient rien pour lui. Malheureusement, indique notre source, Joseph Nziga-Massabo n'a pas eu de chance car Samuel Kayanda, directeur de la prison de Bubanza, n'a rien fait pour que ce détenu soit évacué à Bujumbura. Pendant les 12 jours qui ont suivi, Joseph Nziga-Massabo était encore cloué sur le lit de l'hôpital de Bubanza avant que le directeur de la prison de Bubanza n'envoie à l'hôpital Dismas Savimana du service social de la prison et le chef de la sécurité de la prison, adjudant-major de police Nahimana Dieudonné, pour le ramener à la prison au lieu de le conduire à Bujumbura. Chose qui n'a pas réussi car les médecins ont fermement refusé cette injonction du directeur de la prison vu l'état dans lequel se trouvait ce détenu, poursuit notre source. Après 3 jours de ça, le détenu Joseph Nziga-Massabo a été transféré à l'hôpital Roi Khaled de Bujumbura vendredi 27 septembre 2024. Joseph Nziga-Massabo vient de rendre son âme 5 jours après car son état de santé s'était gravement détérioré et irrémédiable. Une collecte de fonds au sein de la communauté burundaise d'Australie par l'usage d'intimidation et le souvenir que gardent certains Burundais du séjour de Fabrice Manirakiza dans ce pays. Durant les quelques années qu'il vient de passer au Burundi, il a déjà créé 4 sociétés. Le premier projet exécuté au Burundi a été de magouille financière, mais au lieu d'en être sanctionné, il est privilégié
réfugiés dans d'autres projets beaucoup plus importants. Inès Gakiza. Comme Anti Burundi, une entreprise immobilière, Agico, une société d'assurance, Uwaka Nation Group, entreprise également immobilière, et le fonds One Africa Investment Fund sont les 4 boîtes initiées par Fabrice Manirakiza dans une période de moins de 10 ans qu'il vient de passer au Burundi. Comme Anti Burundi est l'entreprise qui a construit des maisons du quartier Miroir en mairie de Bujumbura. Des informations dignes de foi révèlent que le projet appartenait au départ au gouvernement, un projet à exécuter avec les fonds de la Banque de l'Habitat BHP. Fabrice Manirakiza a été introduit par le président Evariste Ndayishimiye et devant l'exécutant du projet. La collaboration entre Fabrice Manirakiza et la Banque BHP n'a pas été bonne. Nos sources indiquent que Fabrice Manirakiza prenait de gros montants à la caisse sans justification, une situation qui a provoqué la démission de bon nombre de son équipe de CAM Anti Burundi de peur d'être poursuivis pour ce que faisait leur patron Fabrice Manirakiza. Les maisons construites dans ce quartier Miroir ont été officiellement présentées à la fin du mois de mars de cette année, mais jusqu'à présent Fabrice Manirakiza n'a pas encore été rémunéré par BHP suite à ces magouilles, des magouilles dont le président de la République a été avisé. Constatant que la collaboration avec BHP se détériorée, Fabrice Manirakiza, indique nos sources, s'est pressé à aller dire sa vérité au président Evariste Ndayishimiye. Ce dernier a même limogé le directeur de la BHP. Des sources proches du dossier affirment toutefois que le président Ndayishimiye a par après appris la vérité de l'affaire, même s'il n'a rien fait. La BHP a fait profil bas car Fabrice Manirakiza y avait été introduit par le numéro 1 burundais. Fabrice Manirakiza avait enregistré en premier l'entreprise comme Anti Burundi en Australie en 2018, mais l'entreprise a été finalement fermée en avril 2022. Les sources de la RPA dans ce pays font savoir que l'entreprise a été fermée par les services australiens suite aux magouilles opérées par Fabrice Manirakiza. Aujourd'hui, les Burundais n'entendent plus parler de cette entreprise comme Anti Burundi. Fabrice Manirakiza a créé une autre entreprise immobilière, Uwaka Nation Group, qu'il utilise présentement, une entreprise qu'il dirige. Agico, une société d'assurance, c'est un projet également initié par Fabrice Manirakiza. Il a réuni des opérateurs du domaine. Les informations collectées par la rédaction de la RPA montrent qu'ici aussi il voulait être à la tête, mais il n'y a pas arrivé. Les investisseurs plus calés dans le domaine ont refusé d'être dirigés par quelqu'un qui n'y connaît rien. Selon les mêmes sources, Fabrice Manirakiza avançait que c'est lui l'initiateur du projet, mais n'avait même pas investi en sous. One Africa Investment Fund est son projet qui est à la une. Selon sa présentation, c'est lui le grand patron et le groupe de gestion du fonds sera mis en place par lui-même. En Australie, Fabrice Manirakiza a, à une certaine période, dirigé la communauté des Burundais de sa ville, la ville de Melbourne. Dans ce pays, Fabrice Manirakiza collectait de l'argent dans la communauté burundaise, disant l'acheminer aux autorités burundaises. Nos sources sur place font savoir qu'il s'est concentré sur la communauté des Burundais, anciens réfugiés de la Tanzanie, qui ont été relocalisés en Australie. Il leur exigeait une somme qu'il fixait lui-même, soi-disant pour protéger les biens qu'ils détiennent au Burundi. Ceux qui ont des maisons, il leur disait qu'ils doivent soutenir le pouvoir en place qui assure la sécurité de leurs biens, sinon que ces maisons seront détruites. Ceux qui, de temps en temps, se rendent au Burundi, il leur disait que s'ils ne donnaient pas de l'argent, ils n'y retourneront pas. Lors des élections de 2020, Fabrice Manirakiza a mené une campagne de collecte des contributions. Les Burundais donnaient cet argent pour ne pas être taxés d'opposants et ont payé le prix une fois au Burundi. Personne ne sait la vraie destination des milliers de dollars australiens qu'il a collectés. Nos sources de l'Australie mentionnent toutefois que Fabrice Manirakiza, de nationalité australienne, ne peut plus circuler dans les communautés burundaises de ce pays suite aux multiples coups d'argent qu'il a fait. Fabrice Manirakiza a également su soutirer de l'argent à certains Burundais de la diaspora, leur permettant de lancer des projets au Burundi, ce qu'ils n'ont jamais vu. C'est sous Fabrice Manirakiza que le président Ndayishimiye parraine, lui garantissant aussi un soutien de différentes institutions du pays. Fabrice Manirakiza entretient des relations personnelles privilégiées avec le président Ndayishimiye et son épouse, Angeline Ndayishimiye. Dossier à suivre.
Je vous le disais également en titre, faire disparaître tout insigne prouvant que les boissons prohibées sont toujours en circulation. Telle est l'arnaque utilisée par les commerçants de ces boissons, des magouilles qu'ils mettent en œuvre avec l'aide des usines qui produisent ces boissons. Josiane Mouzanez. Kirundo est l'une des provinces qui compte le plus de consommateurs de boissons Sapor. Selon les habitants de la place, la prolifération de ces boissons prohibées dans cette localité est due aux administratifs qui se font graisser la patte par les commerçants, mais laissons de côté la responsabilité et l'implication de ces autorités pour nous consacrer aujourd'hui aux magouilles et modes opératoires utilisés par ces commerçants. Nous allons commencer par la province Kirundo, où notre source fait savoir que l'astuce qui semble marcher est la substitution des emballages. Ils enlèvent les étiquettes aux boissons Sapor et Tagata. Et pour ce qui est du transport et du stockage, ils utilisent des cartons portant les emblèmes des boissons Rahatangawizi ou Kugasazi Wine. C'est pour cela qu'il est difficile de distinguer ceux qui sont en train de consommer du Sapor des autres clients. Le procédé est le même dans les autres provinces telles Ngozi, Chibitoke et Bubanza. Mais selon un des grossistes qui vend ces boissons prohibées, cette astuce de changer les étiquettes leur a été donnée par les brasseurs de ces boissons afin que ces derniers continuent à engranger plus d'argent, surtout que depuis que ces boissons sont bannies sur le territoire, leur prix a sensiblement été revu à la hausse. Ici, notre grossiste nous parle de comment il collabore avec les petits commerçants. On les entend souvent se lamenter lorsqu'on leur livre la marchandise et disent travailler à perte. Alors ce qu'ils font, ils mettent ces boissons prohibées dans des bouteilles vides destinées aux liqueurs non frappées par cette interdiction ou tout simplement dans des bouteilles d'eau de marque Kinju. D'autres enlèvent les étiquettes et empaquettent ces boissons dans des cartons portant l'emblème des boissons autorisées et ils vendent ça dans la clandestinité totale. En province Makamba, les gens sont sidérés, vu que les agents de l'ordre qui étaient censés veiller à ce que ces boissons soient éradiquées se sont convertis en commerçants de ces mêmes boissons saisies, comme en témoigne un des habitants de la place qui s'est confié à la RPA. La police a fait une descente et a fait une rafle de toutes ces boissons et les a stockées dans les bureaux sans pour autant procéder à la verbalisation. C'est vraiment honteux de voir que ces policiers revendent ces boissons après avoir enlevé leurs étiquettes. Un policier qui a soif se sert comme il veut et quand il a besoin d'argent, il cherche quelqu'un à qui refourguer ses boissons. Dans nos éditions ultérieures, nous vous donnerons les noms de certains de ces commerçants ainsi que quelques boutiques et bistrots à notre connaissance qui vendent ces boissons prohibées, de même que certains administratifs qui les couvrent. Dans un instant, nous parlons éducation. Les classes de 5e année en province Rutana font face à un manque criant de matériel didactique. Depuis la rentrée scolaire 2024-2025, il n'y a pas de manuel d'élèves et les guides du maître sont peu nombreux. Cette situation constitue un blocage qui risque de perturber tout le programme. Je vous propose de suivre l'un des enseignants qui s'est confié à la rédaction de la RPA. J'enseigne en 5e année fondamentale. En réalité, nous avons beaucoup de difficultés. Premièrement, nous n'avons pas de matériel didactique. On manque carrément le manuel d'élève et le guide du maître sont très insuffisants. Pour le guide du maître, souvent nous utilisons un seul livre pour 3 classes. Ainsi, nous sommes obligés de l'utiliser à tour de rôle. Le gouvernement nous a promis de nous fournir ce matériel depuis la rentrée scolaire, mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. On nous demande d'être toujours patients, mais ça devient long. Malheureusement, pour le moment, cette carence est en train de causer de sérieux problèmes actuellement, et c'est presque au niveau national. En effet, il y a une partie de la matière qu'on n'arrive pas à enseigner à cause du manque de ces manuels d'élèves et le guide du maître. Pour le moment, on est en retard avec le programme et je ne sais même pas si nous pourrons terminer le programme. La rédaction de la RPA cherchait à joindre, mais sans succès, François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique.
Pour rappel, le gouvernement burundais a depuis maintenant 4 années scolaires initié des réformes au sein de l'école fondamentale. Ce sont des réformes qui ont débuté avec la première année et qui devraient se poursuivre progressivement. Cette année scolaire, la réforme atteignait la 5e année fondamentale. Les enseignants ont eu des formations, mais il leur manque le matériel didactique pour l'application adéquate des réformes en question. Toujours en page éducation, des enseignants des communes qui composent la province Bujumbura s'indignent de la mesure imposée par le directeur provincial de l'éducation qui consiste au paiement des frais d'obtention des bulletins de notation et des contrats de performance. Ces enseignants estiment que cette mesure constitue un vol organisé. Éloge Divin, Remecha nous en dit plus. Ils se lamentent qu'ils sont obligés de payer l'argent destiné à l'obtention des bulletins de notation et des contrats de performance. Il s'agit des enseignants affectés en province de Bujumbura qui se sont entretenus avec la RPA. Certains parmi ces enseignants révèlent que ces paiements ont été décidés par le directeur provincial de l'éducation, le nommé Raphaël Chiza. Témoignage de l'un d'entre eux. Il y a quelques jours, on nous a imposé de payer une somme de 6 000 francs bondés par tête pour la signature des contrats de performance. Actuellement, on nous impose de payer 7 000 francs bondés pour les bulletins de notation. Si un enseignant demande pourquoi, on nous impose de payer ces sommes d'argent, les menacer verbalement par son directeur qui lui accuse de refus d'ordre. Ces enseignants ajoutent qu'ils considèrent la mesure du directeur provincial de l'éducation en province de Bujumbura comme une arnaque. Ici, ils se basent sur le fait que le ministère de l'Éducation a mis en place la façon de trouver des fonds destinés à la confection des dits documents. C'est devenu un fardeau pour nous. En principe, ces documents sont confectionnés pour des lycées communaux grâce aux frais de minerval payés par des élèves et pour les écoles fondamentales grâce aux frais de fonctionnement donnés par le ministère de l'Éducation compte tenu de l'effectif des élèves. Nous pensons que c'est une stratégie mise en place pour voler l'argent aux enseignants. Franchement, nous sommes fatigués. Il demande ainsi au ministère de l'Éducation de stopper la mesure du directeur provincial de l'enseignement, Raphaël Chiza. Contacté pour recueillir sa réaction aux lamentations des enseignants, le directeur provincial de l'enseignement à Bujumbura, Raphaël Chiza, nous a raccroché au nez après une brève présentation. Quant au ministre de l'Éducation, François Abzelimana, nous n'avons pas réussi à le joindre par téléphone. Les contributions pour une activité quelconque devraient être volontaires et non une exigence et accompagnées de menaces. C'est le point de vue d'Aimé Maguera, représentant du parti CNL, El Agathon Gwassa en Europe, qui réagit aux indignations des enseignants de la province Makamba sur les contributions en cascade destinées à la construction du bureau provincial. Ce politique estime qu'il s'agit de la stratégie du CNDD-FDD qui consiste à intimider les citoyens pour ses propres intérêts. Ce qui se passe à Makamba actuellement, ça s'observe même ailleurs. C'est une manière de rançonner, c'est une manière du moins de forcer la population à contribuer pour le CNDD. Pas seulement pour les biens collectifs, mais pour le compte du parti CNDD. Et ça s'observe depuis qu'il est au pouvoir. La population, notamment ses enseignants, devraient refuser de continuer d'être abusés de la sorte. Sinon, il n'y a pas de loi qui les impose pour ce genre d'opération. Le CNDD, au maquis et au pouvoir, il ne change pas. Il emploie toujours les mêmes méthodes. La répression, le viol et la terreur. Justement pour imposer son pouvoir, son autorité. Dans un instant, nous parlons santé. Le ministère de la Santé publique appelle tous les citoyens burundais au respect des mesures d'hygiène pour éviter que l'épidémie de Marburg signalée au Rwanda voisin ne se propage dans le pays. Dans une conférence de presse tenue hier, la ministre Lidwine Varadana a rappelé que la maladie à virus Marburg tue rapidement. Le Burundi a appris ces derniers jours que notre voisin, le Rwanda, connaît actuellement une épidémie de la maladie à virus de Marburg et cette information a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'agit d'une maladie très contagieuse et hautement mortelle. La maladie se transmet essentiellement par le contact de sang ou tout autre liquide biologique provenant d'une personne infectée, par le contact avec les surfaces ou les objets contaminés
par ces liquides ou le partage des outils ou le partage des vêtements avec les personnes contaminées. Cette maladie se manifeste par de la fièvre, des maux de tête très sévères, des frissons ou des malaises généralisés, accompagnés par une hémorragie sous-cutanée, des saignements nasaux, des saignements vaginaux, des saignements gingivaux ou des vomissures de sang ou du sang dans les selles. La période d'incubation est de 3 à 21 jours. Face au risque très élevé de propagation de cette maladie dans notre pays en général et dans les provinces frontalières avec le Rwanda en particulier, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a pris au sérieux cette information. Ainsi, nous appelons toute la population vivant au Burundi à redoubler d'efforts dans l'application stricte des mesures de prévention pour éviter la contamination et la propagation de ce virus de Marburg. Ces mesures de prévention sont les suivantes. Éviter les contacts directs avec des personnes qui qu'elles soient. Se laver régulièrement les mains avec du savon et du désinfectant. Signaler tout cas suspect aux autorités sanitaires les plus proches. Éviter de se serrer les mains en ce moment de suspicion de cette maladie. Éviter de toucher les liquides provenant de l'organisme humain d'autres personnes, même les personnes non malades. Consulter rapidement les structures de soins, les centres de santé et les hôpitaux les plus proches dès l'apparition des premiers signes suspects de la maladie. Le gouvernement du Burundi rassure toute la population vivant au Burundi que toutes les mesures relatives à la prévention et à la prise en charge des malades du virus de Marburg ont été prises. Unissons nos efforts pour barrer toute la route à cette terrible maladie. Pour clore cette édition, parlons de ces grognes des habitants de la ville de Bujumbura qui indiquent que les sociétés chargées de collecte de déchets ne font pas correctement leur travail. Selon les citadins, certains endroits où les poubelles publiques ont été installées sont devenus des dépotoirs car ces poubelles sont pleines de déchets qui se sont déversés par terre. Le point avec Nadège Irakoze. Concernant les poubelles publiques installées dans les différents endroits de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura pour que les passants puissent y jeter des ordures, les citadins indiquent qu'elles sont débordées par les immondices qui finissent par se déverser et s'éparpiller sur le sol, ce qui fait que la ville de Bujumbura est pleine de saleté. Ainsi, les habitants disent que ceci est la faute des sociétés chargées d'assurer la propreté dans la ville qui ne font pas bien leur travail. Ce qui s'observe, c'est qu'il y a un manque de suivi de ces poubelles publiques. Elles sont pleines d'immondices qui sont même éparpillées tout autour de ces poubelles. Et ces endroits sont vraiment très sales. La faute n'est pas celle des habitants, c'est plutôt celle des sociétés de collecte d'ordures qui ne viennent pas les ramasser régulièrement et qui ne font même pas de suivi. Malgré qu'il y a la pénurie de carburant dans le pays, ces citadins soulignent que cela ne peut pas être un prétexte pour justifier leur inaction face à cette situation, car même lorsque le carburant est disponible, les immondices s'observent toujours dans plusieurs endroits de la ville de Bujumbura, ce qui peut engendrer des maladies. Je ne pense pas que cette situation est liée au manque de carburant car même lorsqu'il y a du carburant, il n'y a pas de suivi et ces sociétés ne viennent pas enlever ces ordures. Même si cette situation est aggravée par la pénurie de carburant, ces sociétés doivent le communiquer à la population pour qu'elle trouve un autre moyen de gérer ces immondices. Car tant que ces ordures restent là, les mouches pullulent et cela peut causer des maladies à la population. Étant donné que dans les autres communes en mairie de Bujumbura font face également à ce problème de gestion d'immondices, les citoyens demandent avec insistance aux autorités administratives de la mairie de Bujumbura ainsi qu'aux sociétés chargées de collecte des ordures de faire tout ce qui est possible pour que ce problème soit résolu dans l'immédiat. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 3 octobre 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.